Je vais vider ses comptes jusqu'au dernier centime, a-t-elle lancé en riant à ses sœurs. Je n'ai pas réagi. Lors de la lecture du testament de sa mère, son avocat a pâli, m'a regardé et a murmuré « Je ne comprends pas qui est-il ». J'étais rentré tôt du bureau ce mardi après-midi-là parce que mon rendez-vous de 15 heures avait été annulé, une révision de succession de routine pour un couple de personnes âgées à Poulet. J'étais rentré en conduisant à travers les rues de Savannah drapées de mousse espagnole sans appeler à l'avance, sans m'annoncer, parce qu'après 16 ans de mariage, je n'avais jamais pensé une seule fois que j'en avais besoin. Je tenais encore ma mallette quand j'ai entendu la voix de Cordelia, claire, aiguë et complètement dépourvue de méfiance, flottant à travers l'entrebâillement de la porte de la cuisine. « Naomi, écoute-moi, disait-elle, et elle riait. Ce rire particulier, celui qu'elle n'utilisait qu'avec ses sœurs, haut et insouciant, comme une femme qui est absolument certaine que personne d'important n'écoute. Une fois les papiers déposés, je vais vider ses comptes jusqu'au dernier centime. Cet homme a construit ce cabinet pendant 27 ans. Ce sont 27 années avec lesquelles j'ai le droit de repartir. Je me tenais dans le couloir de la maison que j'avais payée, dans la ville où j'avais construit ma carrière, et je n'ai pas bougé. Je n'ai pas respiré. J'ai juste écouté. Sloan est d'accord, a continué Cordelia. Toute sa vie est liée à ce cabinet. La moitié de l'ancienne fortune de Savannah passe par son bureau. Ma chérie, nous parlons d'un accord très confortable. Elle a ri de nouveau, et dans ce rire, il y avait tout ce que j'avais besoin de savoir sur les 16 dernières années. Je m'appelle Augustine Mercé. J'ai 52 ans. J'ai passé la majeure partie de 3 décennies en tant qu'avocat spécialisé en planification successorale à Savannah, en Géorgie, l'une des villes les plus anciennes et les plus attachées aux traditions du sud des États-Unis. Je me spécialise dans les fiducies familiales, le droit des successions et le genre de travail discret et minutieux qui détermine ce qu'il advient de tout ce qu'une personne a construit lorsqu'elle n'est finalement plus là. L'ironie profonde de ma situation, et je dis cela en tant qu'homme qui a passé toute sa carrière plongé jusqu'au coude dans ce genre précis d'instruments juridiques, est que le document sur le point de tout changer dans cette salle de lecture de testament était un document que j'avais moi-même aidé à rédiger. Mais j'anticipe. J'ai grandi dans une maison de 2 chambres à Brunswick, en Géorgie, à 45 minutes au sud de Savannah, fils d'un employé des postes et d'une bibliothécaire d'école. Mes parents n'étaient pas des gens riches. C'étaient des gens prudents. Mon père notait chaque euro dans un carnet qu'il gardait dans la poche de sa chemise. Ma mère avait l'habitude de dire que la chose la plus importante qu'une personne puisse faire était de comprendre exactement ce qu'elle possédait et exactement ce qu'elle devait, et de ne jamais confondre les deux. Cette philosophie est devenue ma carrière. J'ai financé mes études à l'Université de Géorgie grâce à des prêts et à une bourse partielle, j'ai obtenu mon diplôme dans les 10% supérieurs de ma promotion en droit, et je suis arrivé à Savannah à 25 ans avec un pick-up Ford d'occasion et une offre d'emploi d'un petit cabinet sur Drayton Street. Je suis devenu associé en 7 ans. J'ai ouvert mon propre cabinet, Mercé Estate Law, à 34 ans. À l'âge de 40 ans, j'avais géré les successions de certaines des plus anciennes familles de la ville, la fiducie Ballard, la succession de la famille Whitmore, 3 générations de l'héritage textile Hargrove, qui s'étendait d'un entrepôt de coton près de River Street jusqu'à des propriétés commerciales à Atlanta. Je n'étais pas m'as-tu vu. Je conduisais une voiture raisonnable. Je portais des costumes classiques. Je donnais des conseils mesurés et je facturais des honoraires justes. Et j'étais connu, par-dessus tout, comme un homme à qui l'on pouvait confier des secrets. Parce que c'est ce qu'est le droit des successions, au fond. C'est le commerce des secrets. Lorsque quelqu'un place l'œuvre de sa vie dans un document de fiducie, il vous confie la version la plus vulnérable de lui-même, ses peurs, ses regrets, les choses qu'il veut laisser à ses enfants, et les choses qu'il veut désespérément leur cacher. On apprend, dans cette profession, à lire les gens avec une précision que la plupart des gens réservent au contrat, c'est pourquoi il m'a fallu tant de temps pour lire Cordelia correctement. Nous nous sommes rencontrés il y a 16 ans lors d'une collecte de fonds pour le musée Telfair sur Barnard Street, le genre de soirée à Savannah où le champagne est chaud et la conversation est étudiée. Elle avait 31 ans, coordinatrice d'événements pour l'un des hôtels historiques de Bull Street, dotée de ce genre de charme du Sud sans effort qui fait qu'une pièce se réorganise autour d'elle. Des cheveux bruns, des yeux verts, un rire qui vous donnait l'impression d'être la personne la plus drôle qu'elle ait jamais rencontrée. J'avais 45 ans, récemment veuf après un premier mariage bref et sincèrement heureux, et complètement impréparé à ce qu'elle était. Nous nous sommes mariés dans l'année. La cérémonie a eu lieu dans une petite chapelle sur Monterey Square. Sa mère,
Evelyne Docteur, était assise au premier rang et pleurait avec une sorte de bonheur calme et digne que j'ai trouvé immédiatement rassurant. Parce qu'Evelyne était, en vérité, la personne dont je suis tombé amoureux en premier. Pas romantiquement. Je veux être absolument clair à ce sujet. Mais dès le premier instant où je l'ai rencontrée, lors d'un dîner dominical dans la maison familiale de Cordelia, dans le quartier d'Ardsley Park, j'ai reconnu chez Evelyne Docteur quelque chose que je ne reconnaissais que chez très peu de gens. Elle était précise. Elle était observatrice. Elle disait exactement ce qu'elle pensait, et rien de plus. Elle me rappelait, de la meilleure façon possible, ma propre mère. Evelyne avait 68 ans lorsque Cordelia et moi nous sommes mariés, une directrice de lycée à la retraite qui avait élevé 3 filles, Cordelia, Naomi et Sloan, en grande partie seule après que son mari fut mort d'une crise cardiaque lorsque les filles étaient jeunes. Elle l'avait fait sans se plaindre, sans drame, et avec une compétence organisationnelle approfondie que je respectais profondément. Sa maison était payée. Ses économies étaient modestes mais disciplinées. Elle avait un petit compte de retraite, une police d'assurance vie et une collection de bijoux anciens qui appartenaient à sa famille depuis 4 générations. 6 ans après mon mariage avec Cordelia, Evelyne est venue à mon bureau. Elle s'est assise de l'autre côté de mon bureau, le même bureau où j'avais examiné des centaines de successions, et a dit sans aucun préambule, « Augustine, j'ai besoin que vous m'aidiez à mettre mes affaires en ordre, et j'ai besoin de savoir que ce que je fais est légal. » Juste et impossible à contester. Je lui ai dit que je pouvais l'aider avec les 3. Ce qui a suivi a été 3 années de travail minutieux et attentif. La planification successorale n'est jamais rapide lorsqu'elle est bien faite. Nous avons parlé de ce qu'elle avait, de ce qu'elle voulait qu'il en advienne et, surtout, de qui elle avait confiance pour mener à bien ses volontés. « J'aime mes filles », m'a dit Evelyne lors d'une de nos premières séances. Ses mains étaient pliées avec précision sur le bord de mon bureau. Mais l'amour et la confiance ne sont pas la même chose, Augustine. Vous plus que quiconque devriez le savoir. Je le savais. Je n'avais simplement pas encore appliqué cette connaissance à mon propre mariage. En y repensant, les signes étaient là depuis au moins 2 ans avant ce mardi dans le couloir. Le téléphone de Cordelia, face contre terre sur le comptoir de la cuisine à chaque fois que j'entrais. Des voyages d'affaires à Atlanta et Charleston qu'elle décrivait dans les termes les plus vagues possibles. Une nouvelle intentionnalité dans son apparence. Elle avait toujours été belle. Mais maintenant, il y avait quelque chose de différent. Le genre de soin qu'une femme prend lorsqu'elle est regardée par quelqu'un d'autre que son mari. Je remarque ces choses. Je suis un homme qui remarque les choses. Mais j'avais aussi passé 30 ans dans une profession qui exigeait de moi de bouger lentement, de rassembler des preuves et de ne jamais agir sur la base d'informations incomplètes. Alors j'ai remarqué. J'ai classé. J'ai attendu. L'appel téléphonique dans la cuisine n'était pas la première preuve. C'était simplement la pièce qui a mis tout le reste dans une perspective nette et irréversible. Après avoir entendu le rire de Cordelia se dissoudre dans les sons ordinaires d'un après-midi en semaine, je suis ressorti doucement par la porte d'entrée, je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'au parc Forsyth. Je me suis assis sur un banc près de la fontaine pendant 45 minutes, regardant des inconnus promener leurs chiens et des touristes photographier la mousse espagnole, et j'ai réfléchi avec le genre de clarté froide et systématique qui m'avait rendu très bon dans mon travail. Elle prévoyait de demander le divorce. Elle en avait déjà discuté avec ses 2 sœurs, ce qui signifiait que la décision n'était pas nouvelle. Cela ne m'avait simplement pas encore été annoncé. Elle croyait que mon cabinet était exposé. Elle croyait, comme la plupart des gens qui n'ont jamais lu un plan successoral en détail ont tendance à le croire, que 27 ans d'actifs professionnels accumulés reposaient sans protection dans un compte joint quelque part, attendant qu'un avocat spécialisé en divorce les divise par le milieu. Elle ne savait pas, parce qu'elle n'avait jamais demandé et que je n'avais jamais proposé, que j'avais structuré Mercer Estate Law comme une fiducie irrévocable il y a 9 ans, avec moi-même comme fiduciaire gérant. Pour exactement le genre de protection que mes clients me demandaient régulièrement. J'avais construit ma vie professionnelle dans une architecture juridique si solide que j'avais, à de multiples reprises, utilisé la structure de mon propre cabinet comme illustration lors de consultations avec des clients. L'ironie de la chose, me suis-je accordé, n'était pas entièrement sans satisfaction. Ce que Cordelia prévoyait de vider n'était pas un compte bancaire. C'était un document de fiducie. Et le droit des fiducies n'est pas une salle d'audience où le charme et la performance l'emportent. C'est un document, et j'avais rédigé le mien très soigneusement.
J'ai aussi pensé, assis là sur ce banc dans le parc Forsyth alors que la lumière de l'après-midi changeait à travers la canopée des chênes, à Evelyne. Evelyne, qui avait 81 ans à ce moment-là, et à qui on avait diagnostiqué une insuffisance cardiaque congestive 14 mois plus tôt. Evelyne, dont nous avions révisé le plan successoral de manière exhaustive à 2 reprises au cours des 3 dernières années, la dernière mise à jour majeure ayant eu lieu seulement 7 mois avant cet après-midi. Evelyne, qui s'était assise en face de moi dans mon bureau le dernier jour où nous avons passé en revue ces documents et qui m'avait dit, avec cette économie de langage caractéristique, « Augustine, vous êtes la seule personne dans ma vie qui n'a jamais essayé de me diriger. C'est une qualité très rare. » Evelyne, qui m'avait posé une question à la fin de cette dernière réunion que je n'avais pas entièrement comprise à l'époque. Si quelqu'un est nommé dans un document, avait-elle demandé en étudiant sa copie de la fiducie avec ses lunettes de lecture perchées au bout de son nez. Et que les circonstances de cette personne changent d'une manière qui me décevrait. Y a-t-il un moyen de régler cela sans tout réécrire depuis le début? Je lui avais répondu professionnellement. Je lui avais expliqué les mécanismes à sa disposition en vertu de la loi de Géorgie. J'avais rédigé le langage qu'elle demandait avec mon soin habituel. Assis dans le parc Forsyth, regardant la fontaine attraper la lumière de fin d'après-midi, j'ai finalement compris exactement ce qu'elle m'avait demandé. Je suis rentré chez moi ce soir-là et je n'ai rien dit. C'est la partie de l'histoire que les gens trouvent la plus difficile à croire quand je la raconte. Comment s'asseoir à une table de dîner face à sa femme, qui vient de dire à sa sœur qu'elle a l'intention de prendre tout ce que vous avez construit, et ne rien dire? Comment passer le pain et demander comment s'est passée sa journée et s'endormir dans le même lit, nuit après nuit? La réponse est la suivante. Il faut comprendre que la confrontation que vous imaginez, la scène dramatique, les accusations, les larmes, servent vos émotions et absolument personne d'autre. Une confrontation aurait donné des informations à Cordelia. Elle lui aurait dit que je savais. Elle aurait accéléré son calendrier et lui aurait donné l'opportunité de se positionner comme la partie lésée avant que j'aie eu le temps de comprendre la situation dans son ensemble. J'ai passé 30 ans à regarder des familles se déchirer pour des successions. J'ai vu des frères et sœurs qui s'aimaient depuis des décennies devenir des étrangers autour d'une table à manger disputée. J'ai vu des héritages soigneusement construits se dissoudre en frais de justice parce que quelqu'un a agi trop vite, trop émotionnellement, avant de comprendre chaque élément mobile. Je n'allais pas faire cette erreur dans ma propre vie. Alors j'ai fait ce que je fais. J'ai rassemblé des informations. J'ai consulté mon propre avocat spécialisé en succession, un collègue de Charleston nommé Barrett Hale, un homme en qui j'avais une confiance absolue, qui a examiné la structure de mon cabinet de manière confidentielle et a confirmé ce que je croyais déjà. Mes actifs professionnels étaient protégés. Mes comptes de retraite personnels et mon portefeuille d'investissement étaient détenus dans une fiducie révocable séparée depuis l'année où Cordelia et moi nous sommes mariés, une précaution que j'avais prise non par méfiance, mais par habitude professionnelle. J'avais toujours cru que les cordonniers devaient donner à leurs propres enfants de bonnes chaussures. Ce qui était légitimement un bien matrimonial, après 16 ans, était réel mais gérable. Et puis j'ai commencé à rendre visite à Evelyne plus fréquemment. Elle déclinait. Son cœur lâchait avec la persistance calme et implacable d'une marée descendante. Certains jours, elle était vive, drôle et absolument elle-même, ses yeux suivant chaque nuance d'une conversation avec la vivacité de quelqu'un qui avait passé 40 ans à gérer des salles pleines d'adolescents. D'autres jours, elle se fatiguait vite, et notre temps ensemble était bref et doux. Mais à chaque fois que je venais, elle me demandait de m'asseoir près de la fenêtre de sa chambre qui donnait sur le jardin de son arrière-cour, les camélias qu'elle avait plantés l'année de la mort de son mari, aux maintenant de 20 pieds et fleurissant en rose chaque mois de février. Et elle parlait. Elle parlait de son défunt mari Chester, qu'il avait demandé en mariage dans le parking d'un Dairy Queen parce qu'il avait perdu son courage au dîner. De l'éducation de 3 filles avec un salaire de directrice et de sa conviction inébranlable que la difficulté, correctement métabolisée, devient une force. De ses élèves, ceux à qui elle pensait encore 40 ans plus tard, se demandant où ils avaient atterri et si l'un d'entre eux avait une idée de ce qu'elle avait vu en eux. Elle n'a jamais parlé directement de Cordelia, et moi non plus. Mais il y a eu un après-midi, environ 6 semaines après l'appel téléphonique dans la cuisine, où Evelyne m'a regardé à travers sa chambre et a dit très doucement, « Comment allez-vous, Augustine ?» Et je veux dire vraiment. Je l'ai regardée pendant un long moment. « Je suis stratégique, ai-je dit. » Elle a hoché la tête, une fois, lentement, comme quelqu'un qui confirme un calcul qu'il a déjà fait dans sa tête. « Bien, a-t-elle dit, et nous sommes passés à autre chose.
3 mois plus tard, Evelyn Doctor a été admise au Memorial Health University Medical Center. L'insuffisance cardiaque congestive avait progressé au-delà de ce qu'une prise en charge ambulatoire pouvait traiter. Je lui ai rendu visite là-bas 2 fois au cours des 2 dernières semaines de sa vie. La deuxième fois, elle était fatiguée, mais complètement elle-même. Ce genre particulier de fatigue qui n'est pas de la confusion mais de la clarté, le genre qui vient quand une personne a fait tout ce qu'elle avait l'intention de faire et attend simplement. Elle m'a tenu la main par-dessus la couverture de l'hôpital. « Vous étiez la bonne personne », a-t-elle dit. Cela sonnait comme la dernière phrase d'une conversation que nous n'avions jamais tout à fait eue à voix haute. J'ai essayé de l'être, ai-je dit. Elle est morte un jeudi matin au début du mois de novembre, avec Cordelia et ses sœurs à son chevet. J'étais au bureau, gérant un dossier client qui nécessitait de l'attention. Lorsque Cordelia a appelé pour me l'annoncer, sa voix était douce et sincèrement triste, et j'ai répondu avec les mots appropriés, parce qu'ils étaient également sincèrement pensés. Quoi que Cordelia soit devenue, la mort d'Evelyn était réelle. Le deuil est toujours réel, même chez les gens qui sont malhonnêtes à propos de tout le reste. La lecture du testament était programmée pour 3 semaines après le décès d'Evelyn, dans les bureaux de Preston Wolf, un avocat plus âgé de Savannah qui s'occupait des affaires juridiques personnelles d'Evelyn depuis des décennies avant qu'elle ne m'apporte son travail de planification successorale. Preston avait 70 ans, était impeccablement habillé, et possédait le genre de réputation professionnelle dans cette ville qui se construit sur toute une vie et se défend chaque jour. Lui et moi nous connaissions professionnellement depuis de nombreuses années. Nous nous étions référés des clients mutuellement. Nous respections le travail de l'autre. L'invitation a été étendue aux 3 filles d'Evelyn et, en tant que fiduciaire désignée dans les documents successoraux d'Evelyn, à moi. Je veux que vous compreniez quelque chose à propos de cette pièce quand nous sommes entrés. Cordelia, Naomi et Sloan s'étaient habillés pour l'occasion avec une énergie particulière que j'ai reconnue dès l'instant où je les ai vus dans la salle d'attente de Preston. Elles n'étaient pas habillées pour le deuil. Elles étaient habillées pour l'attente. Cordelia portait un tailleur noir sur mesure qu'elle réservait aux occasions où elle voulait projeter de l'autorité. Naomi, qui travaillait comme représentante commerciale pharmaceutique à Atlanta et qui avait fait le trajet en voiture ce matin-là, portait des talons et tenait un bloc-notes relié en cuir comme si elle avait l'intention de prendre des notes sur tout ce qu'elle était sur le point de recevoir. Sloan, la plus jeune, la plus tranchante, la voix avec laquelle j'avais entendu Cordelia parler dans la cuisine ce mardi après-midi-là, était assise les bras croisés et avec une crispation particulière autour de la bouche que j'en suis venu à associer, dans mon expérience professionnelle, aux personnes qui ont déjà mentalement dépensé l'argent qu'elles n'ont pas encore reçu. Je me suis assis de l'autre côté de la table par rapport à L3, dans mon costume sombre habituel, les mains jointes sur la surface polie devant moi. Preston Wolf a posé ses lunettes de lecture sur son nez et a ouvert le document. Il a commencé par le langage standard, le préambule que porte chaque testament, les déclarations de Saint-Esprit et de mémoire, l'identification du testateur, la date de signature. Ce document particulier avait été signé, a-t-il noté soigneusement, il y a 7 mois, avec les témoins appropriés et la pleine notarisation comme l'exige la loi de Géorgie. J'ai regardé le visage de Cordelia pendant que Preston lisait. Elle avait une expression particulière lorsqu'elle attendait quelque chose qu'elle voulait, une légère inclinaison du menton vers l'avant, un éclaircissement presque imperceptible derrière les yeux. Elle se penchait vers cette lecture de la même façon qu'on se penche vers la livraison d'un cadeau dont on croit déjà connaître le contenu. Les biens personnels d'Evelyn, ses bijoux, ses meubles, le contenu de sa maison, ont été répartis entre les 3 filles en legs spécifiques et détaillés. Cordelia a reçu les boucles d'oreilles en émeraude de sa mère, qui avait été un cadeau de mariage de Chester, et le bureau du petit salon. Naomi a reçu l'ensemble de salles à manger et un collier de perles particulier que leur grand-mère avait apporté de l'ancien quartier juif de Savannah, une pièce de famille avec une véritable histoire. Sloan a reçu les meubles de la chambre et un ensemble de verres en cristal qui avait survécu à 3 déménagements en 40 ans. Ces choses n'étaient pas rien. Evelyn avait été précise et elle avait été attentionnée, mais ce n'était pas non plus ce que Cordelia attendait. L'immobilier, la maison d'Ardsley Park, payé, évalué prudemment à 400 000 € sur le marché actuel de Savannah, et les actifs liquides, totalisant près de 1,8 million d'euros entre les comptes d'épargne, les comptes d'investissement et le paiement de l'assurance vie, ne sont pas allés aux filles. Preston a fait une pause. Il a regardé le document. Il m'a regardé. Et puis il a dit, du ton mesuré et délibéré d'un homme qui fait extrêmement attention, j'ai besoin de confirmer. Est-ce qu'Augustine Mercé est présent? Il est juste là,
a dit Cordelia avec un petit froncement de sourcils qu'elle n'a pas pris la peine de cacher. C'est mon mari. Pourquoi? Oui, a dit Preston. Il s'est raclé la gorge. Il a regardé le document une fois de plus, comme le font les professionnels quand ils veulent être absolument certains avant de parler, parce que ce qu'ils sont sur le point de dire ne peut pas être retiré. Puis il a de nouveau regardé la pièce. Je veux être précis à ce sujet, a-t-il dit doucement. Pas dramatiquement, juste prudemment. Les mots d'un homme qui faisait cela depuis 50 ans et qui savait que la précision en ce moment était la seule chose qui se dressait entre cette pièce et le chaos. Je ne comprends pas entièrement le contexte relationnel. Qui est-il? Dans cette pièce? Par rapport à cette succession? C'est Sloane qui a répondu avant que je ne puisse le faire, sa voix portant déjà ce tranchant particulier qui ressemble à de la maîtrise de soi sur le point de devenir tout autre chose. C'est le mari de Cordelia. Qu'est-ce que cela a à voir avec quoi que ce soit? Preston a posé le document à plat sur la table. La succession d'Evelyn. La maison, les actifs liquides, tout ce qu'elle avait passé 40 ans à construire avec la discipline attentive d'une femme qui faisait plus confiance aux intérêts composés qu'au hasard, a été placé dans une fiducie de bienfaisance résiduelle. Le bénéficiaire de cette fiducie, pendant la phase de distribution, est la Savannah Education Foundation, une organisation à but non lucratif qui offre des bourses d'études universitaires aux étudiants de première génération du comté de Chatham. Des étudiants qui ressemblaient, dans de nombreux cas, exactement à ce à quoi ressemblaient les propres étudiants d'Evelyn Doctor il y a 40 ans. De jeunes gens avec des capacités et sans ressources, se tenant au bord de quelque chose de grand. Le seul fiduciaire de cette fiducie de bienfaisance résiduelle, avec pleine autorité administrative sur tous les actifs, toutes les décisions d'investissement et toutes les distributions pendant la durée de fonctionnement de la fiducie, c'est moi. Pas Cordelia. Pas ses sœurs. Pas une banque ou un fiduciaire institutionnel ou un cabinet d'avocats. Moi. Augustine. Mercé, l'avocat spécialisé en succession, le gendre qui s'était assis près de la fenêtre d'Evelyn les fins d'après-midi du dimanche et qui avait parlé de la différence entre l'amour et la confiance, et qui avait compris, beaucoup plus tard qu'il n'aurait dû, mais pas trop tard. Exactement pourquoi elle le demandait. La pièce n'a pas explosé. Elle s'est en quelque sorte effondrée sur elle-même, silencieusement, comme une structure dont les éléments porteurs ont été soigneusement et invisiblement retirés. Sloan a retrouvé sa voix la première. Ce n'est pas possible. Elle l'a dit comme les gens disent les choses quand le sol a bougé sous eux et qu'ils ont besoin d'un moment de plus pour faire semblant que ce n'est pas le cas. Le document est valide, a dit Preston, avec l'exacte patience calibrée d'un homme qui a géré des salles difficiles pendant un demi-siècle. Il a été correctement exécuté en vertu de la loi de Géorgie. La structure de la fiducie est solide. Naomi me regardait avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait catégoriser, quelque part entre la confusion et l'aube de quelque chose qu'elle ne voulait pas voir poindre. Cordelia était devenue complètement immobile. J'ai déjà vu cela, chez des clients, quand les chiffres d'une succession ne correspondent pas aux chiffres qu'ils portaient dans leur tête. Il y a un moment avant que l'émotion n'arrive où la personne est simplement en train de traiter l'information, où toute sa compréhension d'une situation se restructure, silencieusement, comme un bâtiment qui est doucement démoli de l'intérieur. Elle ne l'aurait pas fait, a finalement dit Cordelia. Sa voix était très contrôlée. Mère n'aurait pas fait cela sans me le dire. Preston a ouvert une enveloppe scellée qui avait été attachée par un trombone à l'arrière des documents de la fiducie. L'écriture d'Evelyn sur le devant dans l'écriture soignée et droite d'une femme qui avait écrit sur un tableau noir pendant 4 décennies. Pour Cordelia, à lire au moment de la distribution. Il m'a regardé. J'ai hoché la tête. Il a déplié la page unique à l'intérieur et l'a lu à voix haute. La voix d'Evelyn, même à travers la lecture professionnelle et prudente de Preston, était incontestablement la sienne. Précise. Sans hâte. Absolument sûre d'elle, à la manière d'une personne qui a eu beaucoup de temps pour réfléchir à ce qu'elle veut dire, et qui a choisi chaque mot avec intention. Elle a écrit qu'elle aimait ses filles férocement et sans condition. Elle a écrit qu'elle était fière de chacune d'elles de manière spécifique et authentique, des manières qu'elle a nommées, individuellement, avec la minutie d'une femme qui comprenait que les généralités sont une forme de paresse, et que les personnes que nous aimons méritent mieux que cela. Elle a écrit qu'elle avait passé sa vie d'adulte à construire quelque chose de modeste mais réel, et que dans ces dernières années, elle en était venue à comprendre que ce qu'elle avait construit devait servir quelque chose de plus grand qu'un héritage.
que les bourses que la fondation fournirait porteraient son nom et ses valeurs vers l'avant dans la vie de personnes qui en avaient besoin de la même manière qu'elle avait eu besoin, autrefois, que quelqu'un croie en elle. Et puis, vers la fin de la lettre, elle s'est adressée directement à Cordelia. J'ai regardé le visage de ma femme pendant que Preston lisait cette partie. Evelyn avait écrit « Je place cette fiducie entre les mains d'Augustine parce qu'il est la seule personne dans ma vie qui n'a jamais rien voulu de moi, sauf le privilège de bien faire son travail. Il n'a jamais été autre chose qu'honnête avec moi. Je sais que ce que je te demande, Cordelia, c'est d'accepter une décision que tu n'as pas prise. J'espère qu'avec le temps, tu comprendras pourquoi je l'ai prise. Certaines choses ne sont pas données. Elles se méritent. Augustine a mérité cela. » Naomi a fait un bruit qui se situait quelque part entre un sanglot et une forte inspiration. Sloan fixait la table. Cordelia n'a pas bougé. Puis elle s'est tournée et m'a regardé, et je l'ai regardée en retour. Pas avec triomphe, pas avec froideur, avec la même attention constante que je lui accordais depuis 16 ans, alors qu'elle m'avait regardé et avait vu quelqu'un qu'elle pouvait manipuler. Cordelia a demandé le divorce 11 jours plus tard. Son avocat était agressif et bien préparé, et avait clairement été briefé sur l'attente que Mercer et Statlow était une cible financière importante. Il a déposé des requêtes. Il a demandé des documents. Il a exigé une communication préalable sur les actifs du cabinet avec l'énergie confiante d'un homme qui s'attendait à trouver beaucoup de choses valant la peine d'être divisées. Ce qu'il a trouvé, c'est une fiducie irrévocable, exécutée 9 ans auparavant, avec un langage que mon propre avocat, Barrett Hale, a décrit sans ironie comme presque chirurgical. Le cabinet n'était pas un bien matrimonial. Il ne l'avait jamais été. La structure professionnelle que j'avais construite, le même genre de structure que j'avais construite pour des dizaines de clients au cours de décennies de pratique, avait fait exactement ce pourquoi elle avait été conçue. Mes comptes personnels, après 16 ans de mariage, représentaient le patrimoine conjugal légitime. L'accord était juste. Je ne me suis pas battu pour payer moins que ce que je devais en vertu de la loi, et je n'ai pas accepté de payer plus que ce qui était exigé. J'ai payé ce que les mathématiques exigeaient. J'en avais fini. Le divorce a été finalisé un mercredi après-midi à la fin du printemps, 8 mois après la lecture du testament. J'ai signé les documents finaux dans le bureau de Barrett Hale avec vue sur la rivière Cooper à Charleston. J'ai repris la route le long de la Highway 17 alors que le soir tombait à la fin du printemps, bas et doré sur l'herbe des marais. Et je suis arrivé à Savannah à temps pour dîner seul dans un restaurant sur Congress Street, où les nappes blanches sont toujours impeccables et les crevettes sont toujours locales. J'ai commandé un verre de bourbon. J'ai pensé à Evelyn. J'ai pensé à un couloir de cuisine et à un mardi après-midi qui avait changé toute la trajectoire de tout ce qui a suivi. Cordelia et ses sœurs ont engagé des avocats distincts et ont monté une contestation contre la fiducie de bienfaisance résiduelle. Leurs avocats étaient perspicaces. Ils ont fait un véritable effort. Le droit des fiducies de Géorgie, cependant, n'est pas un domaine qui pardonne les contestations contre des documents correctement construits. En particulier lorsque ces documents ont été rédigés par quelqu'un qui a passé 3 décennies à comprendre exactement où les contestations réussissent et exactement où elles échouent. La contestation a été rejetée. La Savannah Education Foundation a reçu sa première distribution 6 semaines plus tard, 112 000 €, ce qui a financé 11 bourses pour l'année universitaire à venir à la Savannah State University et au campus Armstrong. Le journal local a publié un bref article sur le don. Les bourses ont été nommées le fonds Evelyn Docteur pour la réussite de la première génération. J'ai lu l'article à mon bureau un jeudi matin avec le genre de café que je ne m'autorise que les jours où quelque chose vaut vraiment la peine d'être noté. Mon assistante juridique Harriet, qui travaille avec moi depuis 14 ans et connaît les rythmes de ce bureau mieux que la plupart des gens ne connaissent leur propre maison, est venue à ma porte ce matin-là et a regardé la coupure de journal que j'avais laissée sur le coin de mon bureau. Elle aurait aimé voir cela imprimé, a dit Harriet. Elle aurait dit que c'était trop sentimental, ai-je répondu. Et puis elle aurait aimé ça. Harriet a souri et est retournée à son bureau. Plus d'une personne m'a demandé, depuis que tout cela est devenu discrètement connu de la manière dont les choses sont connues dans une ville comme Savannah, si je ressens de la satisfaction quant à la façon dont cela s'est terminé, si je l'avais planifié, si je savais. Debout dans ce couloir avec ma mallette, ce qui allait finalement se dérouler dans la salle de conférence de Preston Wolf. La réponse honnête est non. Je n'aurais pas pu le prédire. Evelyn a pris ses propres décisions concernant sa succession, comme le font toujours les clients,
pour des raisons qui lui appartenaient entièrement et complètement. Mon obligation envers elle, en tant que son avocat, avait été d'exécuter ses volontés avec précision et de m'assurer que ses volontés étaient légalement protégées. C'est ce que j'ai fait. C'est tout ce que j'ai fait. Ce que je savais, debout dans le couloir, était plus simple qu'un plan. Je savais que j'avais passé toute ma carrière à construire des instruments de protection pour les héritages d'autres personnes, et que j'avais discrètement, méthodiquement fait de même pour le mien. Je savais que la patience, en droit comme dans la vie, n'est pas de la passivité. C'est le travail délibéré de quelqu'un qui comprend que le bon moment pour agir n'est presque jamais le moment où vos émotions sont les plus bruyantes. Et je savais qu'Evelyn Docter était une femme d'une précision extraordinaire, et qu'elle m'avait choisi, parmi tous les gens de sa vie, pour être la personne qui détiendrait ce qu'elle avait construit. Je n'avais pas voulu la laisser tomber. Les bourses sont distribuées chaque année maintenant, 11 la première année, 14 la deuxième, car les rendements des investissements ont permis une croissance modeste. L'automne dernier, j'ai assisté à la cérémonie annuelle de reconnaissance de la fondation, organisée dans une salle de bal restaurée sur Abercorn Street, un bâtiment pour lequel j'avais, en fait, aidé à faciliter le transfert de succession il y a de nombreuses années. Lorsque la famille du propriétaire précédent ne pouvait pas se mettre d'accord sur ce qu'il fallait en faire. Je me suis assis au dernier rang et j'ai regardé 11 jeunes recevoir leur lettre d'attribution. La plupart d'entre eux n'avaient aucune idée, debout là dans leurs beaux vêtements avec leur famille prenant des photos. Que l'argent qui affluait vers eux provenait des économies disciplinées d'une directrice d'école à la retraite à Hartsley Park qui n'avait jamais gagné plus de 60 000 € en une seule année de sa vie et qui avait compris, mieux que presque tous ceux que j'ai jamais rencontrés, que ce que vous construisez et ce que vous protégez ne sont pas la même conversation, et que les deux exigent la même qualité de soins. J'ai pensé à elle pendant un long moment cette nuit-là. J'ai 52 ans. Je pratiquerai le droit des successions pendant encore au moins une décennie, si ma santé me le permet, et le travail continue de signifier ce qu'il signifie. Je conduis à travers Savannah le matin, et je vois les choses que j'ai aidé les familles à maintenir ensemble. Les noms sur les plaques de porte des entreprises dont j'ai géré la planification de la succession. Les organisations communautaires dont j'ai structuré les dotations pour qu'elles survivent aux personnes qui les ont construites. Les fiducies qui paieront dans des décennies, honorant des intentions formées par des personnes qui sont déjà parties. C'est ce qu'est ma profession, dans son essence. Pas la paperasse. Pas les honoraires. Il s'agit de la distance entre ce que les gens disent vouloir et ce qu'ils prennent réellement le temps de protéger. Et du cadeau rare et irremplaçable d'être la personne que quelqu'un place au centre de son document le plus important. Pas parce que vous l'avez demandé, et pas parce que vous êtes le choix le plus évident, mais parce que vous êtes le bon. Cordelia ne savait pas cela à mon sujet. Elle avait connu une version de moi, le professionnel prévisible, le mari discret, l'homme qui rentrait à la maison, dînait et posait des questions sur sa journée sans exiger particulièrement son attention. Elle n'avait pas connu l'avocat. Elle n'avait pas su ce que j'avais construit, ni avec quel soin, ni pourquoi. Evelyn savait. Cela, en fin de compte, était suffisant. C'est la leçon ultime de la patience stratégique. Cordelia a commis l'erreur fatale de traiter son mari comme un atout prévisible plutôt que comme un maître de son article. Elle avait prévu de le saigner à blanc, oubliant que la vie entière d'Augustine était consacrée à protéger les héritages de personnes exactement comme elle. Augustine n'avait pas besoin d'une confrontation. Il avait un document. Au moment où Cordelia s'est rendu compte que sa mère l'avait contourné pour une fiducie de bienfaisance, la partie était déjà terminée. Augustine n'a pas seulement protégé son cabinet. Il a protégé l'héritage de sa belle-mère de ses propres filles avides. La leçon à en tirer ? Ne confondez jamais la nature calme d'un homme avec un manque de défense. Pendant que Cordelia préparait un braquage, Augustine perfectionnait une forteresse. Elle pensait épouser un pourvoyeur. Elle a découvert qu'elle était mariée à une forteresse.